J'aurais dû le voir venir dès l'instant où ma cousine, Chloé, a publié l'invitation à la réunion de famille dans notre discussion de groupe. Tout le monde doit être présent. Aucune exception. Nous devons discuter de la situation d'Amélie. Ma situation. C'est ainsi qu'ils appelaient ma vie depuis 6 ans. Je suis Amélie Dubois, et selon ma famille, j'étais l'exemple à ne pas suivre. La fille qui avait choisi une start-up risquée plutôt qu'un emploi stable en entreprise. Celle qui avait déménagé à l'autre bout du pays pour poursuivre des rêves chimériques dans la technopole de Sophia Antipolis près de Nice. Le mouton noir qui avait cessé d'assister à toutes les réunions de famille et à toutes les fêtes parce que j'étais censé être trop gêné pour leur faire face. La vérité ? J'ai arrêté de venir parce que chaque interaction se transformait en une intervention sur mes choix de vie. Tout a commencé quand j'avais 24 ans. Je travaillais comme chercheuse scientifique dans une grande entreprise pharmaceutique à Lyon, gagnant un salaire décent et en bonne voie pour une carrière confortable. Puis mon mentor, la docteure Hélène Martel, m'a approché avec une opportunité qui allait tout changer. Amélie, je pars pour créer une entreprise de biotechnologie axée sur les thérapies ciblées contre le cancer. Je veux que tu viennes avec moi en tant que cofondatrice et directrice scientifique. La réaction de mes parents a été immédiate et volcanique. Tu jettes un emploi à 6 chiffres pourquoi ? Avait crié papa au téléphone. Sais-tu combien de startups échouent ? 90%. 90%. Amélie, maman était pire. Hélène se sert de toi. Tu es jeune et naïve, et elle profite de toi. Cela va détruire ta carrière. Mon frère, Martin, l'enfant prodige avec son travail dans un fonds spéculatif, a éclaté de rire. Directrice scientifique d'une entreprise qui n'existe pas encore. Titre impressionnant pour le chômage. Mais j'y suis allé quand même. Je croyais en la science. Je croyais en Hélène, et je croyais en moi. Vitagène Innovation a été lancé avec 1 900 000 € de financement de démarrage, un petit laboratoire et 3 employés, Hélène, moi-même et un technicien de laboratoire. Nous travaillions 16 heures par jour. Je vivais dans un minuscule appartement, je conduisais une Peugeot de 15 ans d'âge et je survivais grâce aux nouilles instantanées et à l'ambition. Ma famille a interprété mon absence des rassemblements comme de la honte. Ils pensaient que je les évitais parce que j'avais échoué. Ils n'avaient aucune idée que j'étais en train de bâtir un empire. Ce que ma famille ne savait pas, ce que je ne leur ai délibérément jamais dit, c'est que Vitagène n'était pas en difficulté. Nous étions en plein essor. Première année, nous avons obtenu un tour de financement de série A de 14 millions d'euros après que nos recherches préliminaires ont montré un taux de réussite de 73% dans les premiers essais. Deuxième année, 42 millions d'euros en série B, notre composé principal est entré en phase 2 des essais cliniques avec la désignation de thérapie révolutionnaire de la part de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Troisième année, accord de partenariat avec une grande entreprise pharmaceutique d'une valeur de 74 millions d'euros d'avance, plus des paiements d'étape. Quatrième année, les essais de phase 3 ont dépassé les attentes. La valorisation de l'entreprise a atteint 460 millions d'euros. Cinquième année, approbation de l'Agence nationale de sécurité du médicament pour notre premier médicament. Les prévisions de revenus sont devenues exponentielles. Sixième année, Vitagène Innovation était désormais évaluée à 152 millions d'euros, et je détenais 23% des parts en tant que cofondatrice et directrice scientifique. Ma valeur nette personnelle avait dépassé les 35 millions d'euros. Nous employions 147 personnes. Notre thérapie contre le cancer sauvait des vies. Mais pour ma famille, j'étais toujours Amélie qui avait fait une erreur. J'ai gardé mon succès secret pour des raisons stratégiques. Chaque fois que j'avais partagé de bonnes nouvelles dans les premières années, elles étaient accueillies avec scepticisme et dédain. Quand j'ai mentionné notre financement de série A, papa a dit « c'est juste l'argent des autres que tu vas perdre ». Quand je leur ai parlé de la désignation de thérapie révolutionnaire de l'Agence nationale de sécurité du médicament, maman a dit « il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ». Alors, j'ai arrêté de partager. Je les ai laissés croire à la narration qu'ils avaient construite. Pendant ce temps, j'ai noué des relations avec des gens qui croyaient vraiment en moi, mes partenaires commerciaux, mon équipe, mon mentor Hélène, et mon fiancé, Julien, un collègue scientifique qui comprenait le parcours. J'assistais à leur rassemblement peut-être une fois tous les 18 mois, en gardant toujours les conversations superficielles. Oui, le travail allait bien. Non, je ne voulais pas discuter de mes finances. Non, je n'avais pas besoin des conseils de carrière de Martin.
Les regards de pitié étaient presque comiques. Tante Sylvie me tapotait la main avec sympathie. Oncle Bernard proposait de glisser un mot à l'entreprise de dispositifs médicaux de son ami si j'avais besoin d'un vrai travail. Les cousins demandaient si j'avais besoin d'argent, leur voix dégoulinant de condescendance. Je souriais poliment et changeais de sujet. Ce qui a finalement déclenché l'enquête, c'est ma décision de manquer le mariage de Martin l'année dernière. J'étais en Suisse pour une présentation lors d'une grande conférence pharmaceutique. Vitagen avait été invité à présenter nos recherches à des investisseurs européens. C'était l'opportunité d'une vie. J'ai envoyé un cadeau généreux et mes regrets. Martin était furieux. Il m'a traité d'égoïste, m'a accusé de jalousie et a dit à tout le monde que j'étais trop fauché pour me payer le voyage. Peu importait que le mariage soit à Lyon, et que j'étais littéralement à Zurich en train de discuter d'un accord de partenariat potentiel de 184 millions d'euros. C'est à ce moment-là que la narration familiale est passée de la pitié à la suspicion. Elle ment sur quelque chose, a dit Martin à tout le monde. Personne n'arrête de venir à tout, à moins de cacher quelque chose. Maman est devenue convaincue que j'avais des problèmes financiers, peut-être même que j'étais sans abri et trop fier pour demander de l'aide. Elle vit probablement dans sa voiture, a-t-elle dit à mes tantes, qui l'ont ensuite dit à leurs enfants, qui ont posté des messages inquiets sur les réseaux sociaux. Papa a développé une théorie selon laquelle j'étais impliqué dans quelque chose d'illégal. Ces entreprises de biotechnologie sont toutes des arnaques. Elle vend probablement de faux suppléments ou est impliquée dans une sorte de vente pyramidale. La discussion de groupe de la famille est devenue un flot constant de spéculations sur ma situation réelle. Ils analysaient mes rares publications sur les réseaux sociaux comme des analystes du renseignement. Regardez, la même chemise sur 3 photos. Elle ne peut pas s'offrir de nouveaux vêtements. Ce fond de restaurant a l'air bon marché. Pourquoi ne veut-elle pas faire d'appel vidéo? Cela aurait été drôle si ce n'était pas si insultant. L'invitation à la réunion est arrivée il y a 3 mois. La sœur de ma mère, tante Caroline, allait avoir 70 ans, et la famille se réunissait dans la propriété de l'oncle Bernard en Normandie pour un long week-end de célébration. Tu dois venir, Amélie, a dit maman au téléphone. Toute la famille sera là. C'est important. Quelque chose dans son ton m'a rendu méfiante. Que se passe-t-il vraiment? Nous voulons juste te voir, ma chérie. Nous nous inquiétons pour toi. Nous voulons t'aider. J'aurais dû refuser, mais Julien m'a encouragé à y aller. C'est peut-être le moment de leur dire la vérité, a-t-il dit. Tu as prouvé tout ce que tu voulais prouver. Laisse-les célébrer ton succès. Alors, j'ai accepté de venir. Ce que je ne savais pas, c'est que la famille avait prévu une intervention. Ils avaient collecté de l'argent, 10 300 € au total, et engagé un détective privé pour mener une vérification complète de mes antécédents. Le plan était de présenter les conclusions à la réunion, d'exposer tout ce que je cachais, puis de offrir de l'aide, pour mes problèmes inévitables. Martin a tout orchestré. Il était convaincu que j'étais soit sans le sou, soit une criminelle, et il voulait me sauver de moi-même tout en prouvant simultanément qu'il avait eu raison depuis le début sur mes choix de vie. Je suis arrivé à la propriété de l'oncle Bernard le vendredi soir, au volant de ma modeste Peugeot. Je me suis habillé simplement, un jean et un joli chemisier. Je n'essayais pas de prouver quoi que ce soit. Je voulais juste voir ma grand-mère, souhaiter un joyeux anniversaire à tante Caroline et partir. La première soirée a été gênante mais gérable. Les gens posaient des questions polies sur le travail avec un scepticisme évident. Je donnais des réponses vagues. Grand-mère m'a serré dans ses bras et m'a dit que j'avais l'air trop mince. J'ai aidé tante Caroline à installer les décorations pour sa fête, mais j'ai remarqué les regards, les conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce, et la façon dont Martin n'arrêtait pas de sourire en regardant son téléphone. Quelque chose se préparait. Samedi matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 43 messages textes dans la discussion de groupe de la famille. Réunion de famille d'urgence à 14 h. Tout le monde doit être présent. Amélie, cela te concerne directement. Nous faisons ça parce que nous t'aimons. Il est temps de connaître la vérité. Mon estomac s'est noué. J'ai appelé Julien. Il prépare quelque chose, lui ai-je dit. Une sorte d'embuscade. Alors n'y va pas, a-t-il dit immédiatement. Pas, tout simplement. J'y ai pensé. Mais ensuite, grand-mère a appelé. Ma chérie, s'il te plaît, viens à la réunion.
Je ne sais pas ce que ton frère a prévu, mais je veux être là pour toi. Quoi que ce soit, nous y ferons face ensemble. C'est ce qui m'a fait rester. Pas pour mes parents ou Martin, mais pour grand-mère, qui avait toujours été gentille, même quand elle ne comprenait pas mes choix. J'ai passé la fin de matinée à me promener sur le domaine, me préparant mentalement. J'ai appelé Hélène, qui était devenue comme une seconde mère pour moi au fil des ans. Ils vont essayer de t'humilier, a-t-elle dit sans détour. Ne les laisse pas faire. Tu as bâti quelque chose d'extraordinaire. Tu n'as rien à te reprocher. Je sais. C'est juste que je déteste en être arrivé là. Alors, mets-y un terme aujourd'hui. Dis-leur la vérité. Montre-leur qui tu es vraiment. Pas pour eux, pour toi. Pour que tu puisses enfin te libérer de leur jugement. Elle avait raison. J'ai ouvert mon téléphone et envoyé 3 messages. Un à mon avocat, Maître Antoine Leclerc. Un à Hélène, un à Julien. Si les choses tournent mal aujourd'hui, je suis prête à déclencher la divulgation complète. Tenez-vous prêts. Puis je suis allé affronter ma famille. Le salon de l'oncle Bernard avait été aménagé comme une salle d'audience. Des chaises en rangée faisant face à une seule chaise, manifestement destinée à moi. Toute la famille était là, parents, frères et sœurs, tantes, oncles, cousins, 23 personnes au total. Et devant, debout à côté de Martin, se tenait un homme en costume sombre portant une mallette en cuir. Martin vibrait pratiquement d'excitation. Tout le monde, veuillez vous asseoir, a dit l'oncle Bernard, prenant les choses en main. Nous devons discuter de quelque chose d'important concernant Amélie. Je suis resté debout près de la porte. Qu'est-ce qui se passe? Maman s'est levée, et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Vrai ou joué, je ne saurais dire. Ma chérie, nous nous sommes tellement inquiétés pour toi. Tu as été distante pendant des années. Tu ne nous parles pas de ta vie. Nous ne savons pas où tu vis vraiment ni ce que tu fais vraiment. Alors, vous avez décidé d'enquêter sur moi, j'ai gardé ma voix calme. Papa s'est avancé. Nous avons décidé de connaître la vérité parce que nous t'aimons, et nous ne pouvons pas t'aider si nous ne savons pas ce qui se passe vraiment. Martin ne pouvait plus se contenir. Nous avons réuni 11 000 € pour engager le meilleur enquêteur de Lyon. Ancien de la police judiciaire, 25 ans d'expérience. Il enquête sur toi depuis 60 jours. Il s'est tourné vers moi avec une satisfaction non dissimulée. Il est temps d'arrêter de mentir, Amélie. La pièce est devenue silencieuse. L'enquêteur, dont le badge indiquait « Jean-Luc Morin, Morin Investigation », semblait visiblement mal à l'aise. « Je pense vraiment que nous devrions en discuter en privé », a-t-il dit à Martin. « Non », a insisté Martin. « Toute la famille a besoin d'entendre ça. On nous a tous menti. Tout le monde mérite la vérité. » Maman a acquiescé à travers ses larmes. « Nous voulons juste t'aider, mon bébé. » J'ai regardé autour de moi. Certains visages montraient de l'inquiétude, d'autres de l'anticipation. La cousine Chloé était en train d'enregistrer sur son téléphone. « Très bien, dis-je doucement. Écoutons ce que Monsieur Morin a trouvé. » Je me suis assise sur la chaise qu'il m'avait désignée. Morin a ouvert sa mallette et en a sorti 2 dossiers. L'un était épais, peut-être 50 pages. L'autre était encore plus épais. Monsieur Dubois-Martin m'a engagé pour mener une enquête approfondie sur les antécédents d'Amélie Dubois, a commencé Morin. En tant qu'ancien agent de la police judiciaire et enquêteur agréé, je prends mon travail au sérieux. J'ai mené une enquête approfondie en respectant tous les protocoles légaux. Martin se pencha en avant. Dites-leur ce que vous avez trouvé. Parlez-leur de la fausse entreprise. Dites-leur où elle vit vraiment. La mâchoire de Morin se crispa. Monsieur, je dois d'abord expliquer quelque chose. Lorsque je mène des enquêtes, en particulier sur des membres de la famille, j'ai une obligation professionnelle et éthique d'enquêter sur toutes les parties concernées. Les enquêtes financières impliquent souvent plusieurs membres de la famille, surtout lorsque... Lisez simplement le rapport, aboya Martin. Morin m'a regardé. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose dans ses yeux, du respect, de la sympathie, un avertissement. Très bien, a-t-il dit. Il a ouvert le premier dossier. Sujet A, Amélie Dubois, 30 ans. Résidence actuelle, Nice, France. Martin l'interrompit. Quel genre d'endroit? Un appartement? Un refuge pour sans-abri?
La voie de Morin était plate. Un appartement de 222 mètres carrés sur la promenade des Anglais. Acheté comptant en 2021 pour 1 700 000 €. La pièce devint silencieuse. Papa parla le premier. Ça doit être faux. Morin continua à lire. Emploi, cofondatrice et directrice scientifique de Vitagen Innovation, une société fondée en février 2019. Valorisation actuelle de l'entreprise, selon le dernier tour de financement, 152 millions €. Maman a émis un petit son. Le sujet détient 23% des parts de la société. Valeur nette personnelle, liquidité et capitaux propres combinés, environ 35 millions €. Rémunération annuelle du sujet, salaire de base de 260 000 € plus des bonus et des options d'achat d'actions. On aurait pu entendre une mouche voler. Le sujet détient 3 brevets liés aux thérapies ciblées contre le cancer. Le sujet a fait l'objet d'articles dans Les Échos, une revue scientifique de renom et le journal des entreprises de la Côte d'Azur. Le sujet a été nommé dans la liste les 30 de moins de 30 ans des Échos dans le secteur de la santé en 2022. Martin se leva. C'est impossible. Vous lisez le mauvais dossier. Vérifiez encore. Morin le regarda. Monsieur, j'ai tout vérifié personnellement. J'ai parlé avec les avocats de l'entreprise, examiné les documents de constitution, confirmé la propriété des biens immobiliers auprès du cadastre et vérifié sa rémunération par de multiples sources. Amélie Dubois est exactement celle qu'elle prétend être, une dirigeante d'entreprise de biotechnologie prospère. Il sortit un exemplaire du journal Les Échos et le brandit. J'étais là, sur une photo du reportage, les 30 de moins de 30 ans. Tante Sylvie Alta. Oh mon Dieu. Mais Morin n'avait pas fini. Il ferma le premier dossier et prit le second. Son expression se durcit. Cependant, au cours de mon enquête, comme le veut le protocole standard, j'ai également examiné la relation financière entre Amélie et les membres de sa famille. Ce que j'ai trouvé est préoccupant. Le visage de Martin passa du choc à la confusion. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand Amélie Dubois est partie pour la Côte d'Azur il y a 6 ans, elle a maintenu un compte chèque joint avec ses parents, quelque chose qu'elle avait depuis l'université. Elle avait aussi un fonds en fiducie établi par sa grand-mère qui était géré par son oncle, Bernard Dubois, en tant que fiduciaire. Oncle Bernard devint blême. Amélie n'a jamais fermé ses comptes. Selon les relevés bancaires que j'ai pu obtenir légalement grâce à mon enquête, il y a eu des retraits systématiques et non autorisés sur ces 2 comptes au cours des 6 dernières années. Maman se leva. De quoi parlez-vous? Morin ouvrit le second dossier. Du compte chèque joint, sur lequel Amélie continuait de déposer de l'argent mensuellement, croyant apparemment qu'il était épargné, il y a eu des retraits totalisant 135 000 €. Aucun de ces retraits n'a été effectué par Amélie. Le visage de papa devint rouge. Attendez une minute. Du fonds en fiducie, continua Morin, sa voix se faisant plus dure, qui était spécifiquement désigné pour l'usage d'Amélie et nécessitait l'approbation du fiduciaire pour toute distribution, il y a eu des distributions non autorisées totalisant 214 000 €. Ces distributions ont été faites à divers membres de la famille sans la connaissance ni le consentement d'Amélie. Oncle Bernard se leva. C'étaient des prêts. Des prêts familiaux. Les prêts nécessitent des documents et l'accord du bénéficiaire, dit Morin. Je n'ai trouvé aucune documentation de ce genre. Ce que j'ai trouvé, c'est une exploitation financière systématique. Il sortit une pile de relevés bancaires. Les retraits du compte joint ont été effectués par Martin et Catherine Dubois, le frère et la mère d'Amélie. Les distributions du fonds en fiducie ont été autorisées par Bernard Dubois et sont allées à lui-même, à Martin Dubois et à Caroline Petit. Tante Caroline, dont nous étions censés célébrer l'anniversaire, émit un son comme si elle avait reçu un coup de poing. Morin sortit d'autres documents. Au total, les transferts non autorisés depuis les comptes d'Amélie s'élèvent à 350 000 € sur 6 ans. En vertu du droit français, l'escroquerie et l'abus de confiance sont des délits graves, surtout lorsqu'ils sont commis en utilisant des moyens électroniques. Ces transferts ont été effectués sans autorisation à des fins de gain personnel. Il regarda autour de lui. Ce sont des faits pénalement répréhensibles. Plusieurs chefs d'accusation. La pièce explosa. Ce n'était pas non autorisé, cria maman. C'est la famille. L'argent de la famille, c'est l'argent de la famille. Elle nous a abandonnés, hurla Martin. Elle nous le devait. Oncle Bernard reculait vers la porte.
C'est un malentendu. Je gérais la fiducie. J'avais un pouvoir discrétionnaire. Vous aviez le pouvoir discrétionnaire de distribuer des fonds à Amélie, dit froidement Morin. Pas à vous-même, pas à votre neveu. Les documents de la fiducie sont très clairs. J'étais assise là, en train de digérer. 350 000 euros. Il m'avait pris 350 000 euros tout en me traitant d'échec. Tout en me plaignant. Tout en enquêtant sur moi pour prouver que j'étais une fraude. Je me suis levé lentement. Amélie, ma chérie, nous pouvons expliquer, dit maman, ses larmes étant maintenant clairement réelles. Nous pensions que tu avais des difficultés. Nous pensions. Vous pensiez que vous alliez vous servir de mon argent tout en disant à tout le monde que j'étais probablement sans abri, dis-je doucement. Vous avez engagé un enquêteur pour m'humilier devant toute la famille parce que vous étiez convaincu que j'étais soit pauvre, soit une criminelle. Je me suis tourné vers Morin. Merci pour votre travail approfondi. J'aimerais des copies de tout, s'il vous plaît. Bien sûr, mademoiselle Dubois. J'ai également pris la liberté de transmettre mes conclusions. C'est à ce moment-là que nous avons entendu les voitures. Plusieurs véhicules s'arrêtaient à l'extérieur. Des portières claquaient. Morin a vérifié sa montre. Ce doit être eux. Oncle Bernard a couru à la fenêtre. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, non. Martin a attrapé le bras de Morin. Qu'est-ce que vous avez fait? Morin a retiré son bras. En tant qu'ancien officier de police, je suis toujours tenu de signaler les délits dont j'ai connaissance. Lorsque je découvre des preuves de crimes financiers graves au cours d'une enquête, je suis légalement obligé de le signaler aux autorités compétentes. J'ai contacté la brigade financière il y a 3 jours. On a sonné à la porte. Oncle Bernard a ouvert pour trouver 6 agents de la police judiciaire, 2 en civil et 4 en tenue d'intervention. Bernard Dubois, Martin Dubois, Catherine Dubois. Vous devez venir avec nous. Les 30 minutes suivantes furent un chaos. Maman s'est effondrée sur une chaise, sanglotant. Papa se tenait figé, le visage gris. Martin a essayé de s'enfuir par la porte de derrière, mais 2 agents s'y trouvaient déjà. C'est de la folie, a crié Martin pendant qu'on lui lisait ses droits. C'est la famille. On ne peut pas arrêter la famille pour de l'argent de famille. Abus de confiance et escroquerie en bande organisée, monsieur, a dit calmement l'un des agents. Plusieurs chefs d'accusation. Si vous êtes reconnu coupable, vous risquez plusieurs années de prison ferme. Oncle Bernard suppliait. Je rembourserai tout. Chaque centime. Amélie, s'il te plaît, dis-leur que c'était un malentendu. Je suis resté là à regarder, ne ressentant rien. Ou peut-être ressentant tout à la fois. Tante Caroline pleurait, je ne savais pas que c'était mal. Martin a dit qu'Amélie lui avait donné la permission. Je n'ai jamais donné la permission à personne, dis-je clairement. Je n'avais aucune idée de tout ce qui se passait. L'un des agents s'est approché de moi. Mademoiselle Dubois, je suis l'inspecteur Fournier. Nous aurons besoin que vous veniez au commissariat pour faire une déposition officielle. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de porter plainte, mais compte tenu des montants et de la durée. Je porterai plainte, dis-je. Contre tous. Maman leva les yeux vers moi, le mascara coulant sur son visage. Amélie, s'il te plaît. Nous sommes ta famille. Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Cette femme qui m'a donné naissance, m'a élevé, puis a passé 6 ans à prendre mon argent tout en plaignant mes choix. Non, dis-je doucement. La famille ne fait pas ça. La famille ne vous vole pas pour ensuite engager des enquêteurs pour vous humilier. La famille ne passe pas des années à dire à tout le monde que vous êtes un échec tout en finançant secrètement leur vie avec l'argent qu'ils vous ont volé. Je me suis tourné vers les agents. Quand avez-vous besoin de moi? Lundi matin, si cela vous convient. J'y serai. Ils ont emmené maman, Martin et oncle Bernard menottés. Papa n'a pas été arrêté. Apparemment, il n'avait pas directement participé au retrait, mais il semblait tout de même anéanti. Les autres membres de la famille étaient assis dans un silence stupéfait. Chloé, qui avait tout enregistré, avait arrêté à un moment donné. Elle était pâle. Amélie, nous ne savions pas, vraiment, ai-je demandé. Chacun d'entre vous a participé à la narration selon laquelle j'étais un échec, que j'avais des difficultés, que j'avais besoin d'aide.
Aucun d'entre vous n'a pensé à me demander simplement et directement si j'allais bien. Vous avez tous simplement supposé. Le cousin Thomas, pas mon fiancé, mon cousin a pris la parole. Mais tu ne nous as jamais dit la vérité. Parce que chaque fois que j'ai essayé, on m'a ignoré ou mis en doute. Alors j'ai arrêté d'essayer. J'ai construit ma vie avec des gens qui ont cru en moi dès le début. J'ai ramassé mon sac. Grand-mère s'est levée. Elle était la seule à être restée complètement silencieuse pendant tout ce temps. Elle s'est approchée de moi lentement. Je suis désolée, a-t-elle dit simplement. J'aurais dû demander. J'aurais dû te faire confiance. J'ai senti ma gorge se serrer. Tu as toujours été gentille avec moi, grand-mère, même quand tu ne comprenais pas, je suis fière de toi, a-t-elle dit. Ton grand-père l'aurait été aussi. Il a toujours dit que tu avais un esprit brillant. Cela a failli me briser, mais j'ai tenu bon. Je dois y aller, dis-je. Je suis sorti de la maison de l'oncle Bernard, je suis monté dans ma Peugeot de 15 ans d'âge, que je gardais parce qu'elle fonctionnait parfaitement et que je l'aimais bien, et je suis parti. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que j'atteigne l'autoroute. Julien, Hélène, mon avocat, Antoine. Je me suis garé sur le côté et j'ai d'abord appelé Julien. C'est grave, a-t-il demandé. La police judiciaire en a arrêté 3. Accusation d'escroquerie et d'abus de confiance. 350 000 € au total. Il est resté silencieux un instant. Comment vas-tu? Je ne sais pas encore. Demande-moi demain. Rentre à la maison. Je t'attendrai. La procédure judiciaire a duré 6 mois. Maman, Martin et oncle Bernard ont tous été inculpés de plusieurs chefs d'accusation. Les preuves étaient accablantes, l'enquête de Morin avait tout documenté, et les relevés bancaires racontaient toute l'histoire. Oncle Bernard, qui avait la plus grande exposition juridique en tant que fiduciaire, a accepté un accord de plaidoyer. Il a plaidé coupable à 2 chefs d'accusation, a remboursé sa part, 82 000 €, plus les pénalités, et a reçu 3 ans de probation avec 500 heures de travaux d'intérêt général. Il a également perdu son emploi de conseiller financier. Sa licence a été révoquée. Martin a contesté les accusations. Il est allé en procès, a été reconnu coupable de 4 chefs d'accusation et a été condamné à 2 ans de prison ferme. Il purgera probablement 14 mois avec bonne conduite. Maman a également accepté un accord de plaidoyer. Elle a plaidé coupable à un chef d'accusation, a payé la restitution, 135 000 €, et a reçu 2 ans de probation. Sa peine a été plus légère car le procureur a reconnu qu'elle avait été manipulée par Martin dans une certaine mesure, bien que cela n'excuse pas ce qu'elle avait fait. Papa a divorcé 3 mois après les arrestations. La famille s'est complètement fracturée. Certains membres ont pris le parti de maman et de Martin, affirmant que j'avais réagi de manière excessive et que j'aurais dû simplement régler ça en privé. Ces personnes ne font plus partie de ma vie. D'autres m'ont contacté avec de véritables excuses, grand-mère, tante Sylvie, le cousin Thomas et quelques autres qui ont reconnu qu'ils avaient eu tort de me juger sans connaître la vérité. J'ai accepté leurs excuses mais j'ai maintenu des limites. Je suis cordial lors des rares réunions de famille auxquelles j'assiste maintenant, mais je ne suis proche d'aucun d'entre eux, sauf de grand-mère. L'argent a été entièrement récupéré, plus les pénalités et les frais de justice. J'ai fait don de la totalité du montant, 48 000 € au total, à des fondations de recherche sur le cancer. Je n'en voulais plus. Il me semblait souillé. Morin m'a envoyé le rapport d'enquête complet. C'était en fait fascinant à lire. Il avait fait son travail extraordinairement bien, documenté toute mon histoire professionnelle, interviewé mes collègues sous de faux prétextes, et suivi mes finances légalement par le biais des registres publics et des rapports de crédit. L'ironie, c'est qu'en faisant le travail approfondi pour lequel Martin l'avait payé, il avait découvert la vérité que Martin ne pouvait pas supporter. J'ai envoyé à Morin une note de remerciement et un bonus de 4 500 € pour son intégrité en signalant les crimes. Il m'a répondu, « Mademoiselle Dubois, j'ai 3 filles. J'espère que si elles se retrouvent un jour dans votre situation, quelqu'un ferait la même chose pour elles. Vous avez bâti quelque chose de remarquable. Ne laissez jamais personne vous en faire honte. Jamais. » J'ai encadré cette note. Elle est dans mon bureau. Vitagen Innovation a été racheté le mois dernier par une grande société pharmaceutique pour 820 millions €. Ma participation de 23% valait 188 millions €. Je suis maintenant vice-présidente exécutive de la recherche et du développement pour la société mère,
à la tête d'une équipe de 300 scientifiques. Notre thérapie contre le cancer a maintenant sauvé plus de 4000 vies. Nous avons 3 autres médicaments en préparation. Julien et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie à Nice. Hélène a officié. Ma grand-mère était présente, ainsi que les quelques membres de la famille avec qui je parle encore. Le reste des invités étaient des amis, des collègues et la famille choisie des gens qui ont cru en moi dès le début. Je pense parfois à cette journée chez l'oncle Bernard. Au moment où Martin a annoncé avec tant d'assurance qu'ils avaient exposé mes mensonges. Au regard sur son visage lorsque Morin a ouvert ses dossiers. Une partie de moi regrette que cela ne soit jamais arrivé, que ma famille ait simplement été fière de moi, qu'ils aient cru en moi au lieu de me juger. Mais une autre partie de moi sait que cela devait arriver. J'avais besoin de voir clairement qui ils étaient vraiment. J'avais besoin d'arrêter de chercher leur approbation. J'ai bâti mon empire sans eux. J'ai sauvé des vies sans eux. J'ai réussi malgré leurs doutes, pas grâce à leur soutien. Et ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin qu'ils valident ma valeur. Je n'en ai jamais eu besoin. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de Martin. Il est en prison et purge sa peine. La lettre faisait 8 pages, principalement des excuses et de l'apitoiement sur soi, mais à la fin, il a écrit « J'aurais dû être heureux pour toi au lieu d'être menacé par toi. Je suis désolé de ne pas avoir été un meilleur frère. Je n'ai pas encore décidé si je vais répondre. Maman envoie des cartes de temps en temps. Elle ne demande plus pardon. Elle envoie juste des nouvelles de petites choses, le temps, son jardin, une recette qu'elle a essayée. Comme si nous étions des parents éloignés, pas une mère et sa fille. Peut-être qu'un jour je répondrai à celle-là aussi. Ou peut-être pas. La seule opinion qui compte maintenant est la mienne. Je me suis regardé dans le miroir ce matin avant de me rendre au laboratoire, Dr Amélie Dubois, vice-présidente exécutive, chercheuse en cancérologie, cofondatrice d'entreprise, les 30 de moins de 30 ans, des Échos, sauveuse de vie. Et j'ai pensé, ils ont essayé d'enquêter sur moi pour prouver que j'étais une fraude. Au lieu de cela, ils ont prouvé que j'étais exactement celle que j'avais toujours dit être simplement pas la personne qu'ils voulaient que je sois. Et c'est leur perte, pas la mienne.